Matin. Encore une fois, bienvenue. Merci de vous rejoindre à nous au webinaire, le quatrième d'une série fort intéressante. D'ailleurs, plusieurs personnes nous ont contactés suite aux autres webinaires, ont réutilisé, ont demandé des enregistrements. Donc, j'en profite pour vous dire que suite à ce webinaire, l'enregistrement vous sera envoyé. D'ailleurs, sur notre site, là, on a une section avec tous les autres webinaires si jamais vous voudriez les revisiter. Par ailleurs, pour tous les sujets qui ont déjà été couverts ou pour celui d'aujourd'hui, si jamais vous voudriez obtenir une démo plus personnelle, vous n'hésitez pas à nous contacter. Dernière petite notification, là, comme d'habitude, les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et puis, nous allons, en fait, dans la portion Q&A, et nous allons y répondre à la fin du webinaire, étant donné le grand nombre de participants avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un webinaire fort intéressant qui va couvrir, en fait, les menaces auxquelles les sites web, les applicatifs web font face aujourd'hui, la grande menace, là. Et puis, on va aussi vous exposer aux dommages qui peuvent être causés par ces menaces-là aujourd'hui, aux menaces multiples. On va avoir Alexandre qui aujourd'hui va prendre la parole en premier pour nous exposer ces dommages-là, ces menaces-là. Et par la suite, on a la chance d'avoir avec nous Michael Nadeau, qui est de Cyberdéfense AI, là, qui va nous présenter Cyberwall en partenariat avec VARS et qui va vous démontrer comment, de façon très simple, vous pouvez remédier ou en fait vous donner une paix d'esprit face à ces menaces-là. Et bien sûr, après le webinaire, si vous voulez en entendre parler encore plus en détail, vous nous contactez. Il nous fera plaisir, là, Michael, moi et mon équipe, de prendre contact avec vous. Donc, Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Je suis content de rejoindre le panel encore une fois. Là, c'est une présentation excitante. Écoute, je suis tellement content de la série de webinaires qu'on fait parce que c'est très pratique. On apporte des solutions pragmatiques pour les organisations, les entreprises aujourd'hui, et surtout des solutions gérées qui sont faciles à mettre en place parce que le paysage de la menace est tellement complexe. Là, on parle de cybersécurité, on voit la géopolitique qui est complexe, des attaques dans tous les sens, des compagnies qui se font hacker, etc. Donc, nous, notre intérêt, là, c'est vraiment d'amener des solutions pour les entreprises qui sont utilisables. Et on est bien au courant que les entreprises aujourd'hui n'ont pas forcément les ressources techniques, les équipes avancées pour mettre en place des solutions de filtrage dont on va parler aujourd'hui avec le Cyberwall, qui est vraiment une solution super intéressante, une belle innovation. J'aime beaucoup les solutions où on va les mettre en place. Puis, on n'a pas tellement à y penser. Il n'y a pas une lourde charge de maintenance à faire. On n'a pas besoin d'équipes très, très investies, de passer beaucoup de temps. Parce que ce qu'on voit là dans les faits, sur le champ de bataille, j'allais dire, c'est qu'on a des équipes TI qui sont chargées, des équipes sécurité qui ont beaucoup de travail à faire. On a entendu parler de la loi 25 qui s'en vient avec beaucoup de conformité, là, des challenges qui viennent. Puis tous ces gens-là sont très occupés à mettre en place une gouvernance, à s'assurer qu'on est bien conforme parce qu'on ne veut pas se prendre toutes les frais et les conséquences d'une potentielle faille de gestion ou de trop de laxisme sur la sécurité. Donc, quand on apporte ces solutions-là, je pense que c'est vraiment bon. C'est pas casse-tête là. On discute du scope, on a une surface d'attaque. Et puis, Michael va en parler un petit peu plus là, mais finalement, Cyberwall, on va protéger la surface d'attaque. Puis, on dit, les gars de cybersécurité, on parle souvent de surface d'attaque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut dire par surface d'attaque? Dans le cas de Cyberwall, là, c'est une solution qui va protéger tous vos services exposés sur Internet. On parle des sites web, on parle des API, on parle des applications en ligne finalement, avec des exemples comme Michael va en parler, je ne veux pas qu'il ait le punch là, mais en gros, ça va filtrer ce qui rentre pour laisser passer les bonnes requêtes légitimes, puis filtrer tout le parasitage, que ce soit des virus, de l'abus, du détournement, du détournement de service. Là, on parle de denial of service, des attaques en déni de service. Ça va mitiger tout ça sans avoir à vraiment se casser la tête pour la personne qui l'héberge. Et un autre challenge que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi la gestion des patching, les bonnes configurations sur les plateformes, puis patcher, maintenir les systèmes à jour. Un gros challenge parce que, encore une fois, manque de ressources, puis beaucoup de risques quand on applique les patchs sur les systèmes. Puis l'avantage d'avoir une solution comme Cyber Defense avec Cyberwall devant, c'est que ça va nous donner plus de temps et de flexibilité. Michael va en parler un petit peu plus, mais on a quelque chose que moi j'adore qui s'appelle le virtual patching. Donc ça veut dire que si vous avez une application en ligne, puis qu'il y a une mise à jour qui a été réalisée, puis qu'il y a un exploit là, avec une vulnérabilité qui est connue,
Ben, Cyberwall, s'il y a des tentatives d'exploitation de cet exploit, ils vont l'arrêter. Ça va stopper l'attaque et ça va vous donner le temps de le patcher. Il faut bien sûr le patcher de votre bord là parce qu'on ne veut pas rester vulnérable, mais ça va vous donner un petit peu plus de temps et ça va évidemment réduire le risque et les possibilités d'attaque avec succès. Donc, je pense que, Michael, si tu veux avancer la slide suivante, on a l'introduction pour les sujets dont on va parler. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est ce dont je vous parle à l'instant. Et puis Michael va nous présenter un petit peu comment ça s'intègre dans les infrastructures classiques. Qu'est-ce que ça représente par rapport au coût d'une sécurité complète et le coût de la solution, l'introduction à la solution, la conformité et les avantages. Vous allez voir que vous le savez tous, là, c'est un gros défi de mettre en place une sécurité formelle, etc. Donc la solution va venir bien s'intégrer dans vos plateformes. Et puis si vous avez des questions à la fin, comme l'a dit Milly, on y répondra à la fin. Michael, je vais te passer la parole parce que je ne vais pas manger tellement de temps sur ta présentation. Je sais qu'on a des choses intéressantes à voir. À toi, le studio. Merci, Alexandre. Bonjour à tous. Mon nom est Michael Nadeau. J'ai été introduit previously, si on peut dire. Je suis directeur technologique et cofondateur de Cyberdéfense AI. Je vais aujourd'hui vous présenter quelque chose qui a été, si on peut dire, matière à discussion dans les dernières années parce qu'on s'entend. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la problématique justement qu'Alexandre a introduit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe le jour qu'on a une entreprise et qu'on veut aller en ligne? C'est quoi le brouhaha qu'on a à traverser juste pour essayer de comprendre tous les éléments, toute la gestion qui est impliquée dans tout ça, avec qui qu'il faut faire affaire, c'est qui les bons fournisseurs, c'est qui le bon support technique à avoir derrière nous, c'est quoi le genre d'équipe qu'on veut engager puis qu'on veut maintenir dans un sens. Puis c'est souvent là qu'on se rend compte qu'on a deux chemins devant nous. On a plusieurs solutions aujourd'hui sur le marché qui sont on achète, c'est quelques clics, bon, j'upload mon site Internet ou je configure quelques trucs, je mets une photo d'entreprise, une icône et boum, on est parti, on a un site web ou on a une application qui fonctionne déjà pour nous. Mais qui s'occupe de maintenir cette application-là? Qui s'occupe derrière de mettre en place la sécurité, la conformité? Est-ce que tous ces éléments-là sont répondus quand on fait affaire avec une compagnie? C'est un petit peu ça que je vais venir démystifier aujourd'hui. C'est le fait que ce n'est pas si facile que ça d'arriver sur Internet et de dire, bon, j'achète chez GoDaddy, exemple, un site web ou une application WordPress, je leur demande de m'héberger, de faire, bon, OK, cool, j'ai acheté, j'ai mis mon domaine, pouf, tout est fait. Mais dans les faits, qu'est-ce qui a été fait derrière tout ça? Ben, la réalité, c'est que pour mettre en place dans le passé, si on vient à une infrastructure classique, juste pour mettre en place un site web, ça prenait une équipe de plusieurs personnes qui avaient plusieurs tâches différentes. Puis pourquoi que j'ai divisé toutes les étapes dans un certain palier, c'est que pour chaque palier, ça prenait quasiment une équipe séparée qui allait faire juste ça à temps plein. Mais aujourd'hui, avec la contrainte qu'on a aujourd'hui si on peut dire, du manque d'employés, le manque de main-d'œuvre, ben, le premier truc qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est une personne qui fait probablement tout ça. La même personne n'a probablement pas l'expertise pour faire toutes les tâches parfaitement, va probablement en oublier, va probablement passer tout droit sur beaucoup de choses et va probablement finir à faire comme beaucoup justement de revendeurs ou de third parties sur le marché et vous vendre une application qui est tout simplement, ben, écoute, on a mis en place le serveur, on a fait l'étape 1, on a configuré l'application et on vous a shippé ça comme ça. On n'a pas posé de questions, on n'a pas fait de tests pour savoir s'il y avait des problèmes, on n'a pas mis rien de fancy en place, il n'y a aucune conformité, aucune sécurité. Puis c'est la même chose quand on arrive au niveau de la sécurité, c'est qu'on se rend compte que la réalité derrière gérer une grande entreprise, c'est que quand on se rend compte qu'on veut mettre, si on peut dire, la sécurité la plus bulletproof ou la plus grosse défense possible devant nous, ben, il y a plusieurs étapes à mettre en place qui demandent tous à avoir quasiment une équipe plein temps qui inclurait un développeur, un gars d'intelligence artificielle pour analyser les données et un gars de recherche qui fait des recherches sur les nouvelles vulnérabilités en temps réel, qui à tous les jours, ils prennent le temps d'aller vérifier si tout est encore à jour, s'il y a des nouveaux standards, s'il y a quelque chose qui est à modifier. Ben, ça, dans tous les cas, je peux déjà vous le confirmer, si vous n'avez pas ça dans votre entreprise, c'est normal. Il n'y a pratiquement personne qui a les moyens de se permettre ça aujourd'hui. Puis, anyway, c'est le même problème que pour configurer les serveurs, configurer l'application. On va se dire, le personnel en sécurité, c'est de plus en plus dur à trouver.
Donc, c'est un peu pourquoi, dans notre cas, on s'est penché sur comment on pourrait utiliser les ressources que nous, on a pour pouvoir faciliter l'intégration de tout ça dans une entreprise sans avoir à se casser la tête, comme Alexandre disait plus tôt, sur comment je vais recruter tout ce beau monde-là, comment je vais les faire travailler ensemble et qui c'est que je vais mettre en place aussi pour gérer tout ça. On s'entend dans bien des cas, on souhaiterait tous avoir le meilleur ciseau de la planète qui travaille pour nous et qui met tout ça en place pour nous. On peut l'avoir avec VARS, mais je voulais jumper sur un point qui est critique que tu as levé. On parle de protéger les infrastructures externes. Il faut savoir qu'il y a deux vecteurs principaux d'attaque aujourd'hui sur les entreprises. Il y en a deux. C'est les services exposés en ligne, soit par les vulnérabilités, soit par les erreurs de configuration, et les courriels, qui sont soit du phishing, soit amener des malwares. Donc, quand on parle là, de couvrir la protection avec Cyberwall, on va quand même attaquer un des deux plus gros vecteurs d'attaque de l'entreprise. Fait que, effectivement, tu as toute cette architecture. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont vendues clé en main et tu as amené un point très intéressant sur la notion de responsabilité. Tu as eu des questions, mais qui est-ce qui fait quoi? Qui s'occupe de quoi? Puis ça, cette responsabilité-là, je pense qu'on n'a pas beaucoup dans les solutions vendues d'attention qui sont faites sur les termes et conditions de qui fait quoi, qui prend la responsabilité de quoi. Donc, ce que tu nous amènes finalement, c'est qu'on va être capable de reprendre le contrôle sur toute cette stack-là, finalement. Et je te laisse poursuivre. Pardon pour l'interruption. C'est exactement ça, en fait. C'est un petit peu là que je voulais aller plus en profondeur, un petit peu sur la problématique qu'Alexandre a introduite, sur le fait que, justement, à travers de tout ça, on a souvent la mentalité en affaires de dire, bon, écoute, je vais mettre plus d'argent sur le problème et le problème va se régler. Mais quand on met plus d'argent, il faut s'assurer de lire les petites lignes en caractère de qu'est-ce que ça veut dire mettre plus d'argent. Parce que bien souvent, le problème, c'est que, et même en allant dans le cloud, c'est le même problème. On se dit, on va acheter plus de serveurs, ça va régler le problème, mais on se rend compte que finalement, c'était 2-3 autres étapes qu'on vient de skipper qu'il fallait qu'on configure et que ça aurait finalement réglé notre problème, puis qu'on n'a pas mis l'argent à la bonne place. Ça revient un petit peu au même problème, puis c'est pourquoi on a voulu créer une solution qui était le plus transparent possible pour pouvoir interfacer, si on peut dire, avec les infrastructures de nos clients, qu'ils soient dans le cloud, qu'ils aient leur propre serveur chez eux, hébergés localement, et peu importe la configuration, qu'on puisse vraiment dire, écoute, en quelques clics, en quelques minutes, c'est configuré et ça passe par nous et c'est parti, il n'y a pas de problème, ça peut s'installer. Puis c'est ce qui nous mène un petit peu à l'introduction de la solution, qui avait plusieurs points importants pour pouvoir créer un tout-en-un qui est totalement autonome, totalement géré. Puis c'était surtout l'automatisation, la simplicité, la transparence. Puis tout ça, une fois qu'on l'avait mis en place, on s'est dit, on a eu beaucoup de discussions à l'interne pour tomber sur le fait que, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus pour vraiment rendre ça un package incontournable, si on peut dire. Dans le cas qu'une compagnie fait affaire avec nous, ils ne veulent pas passer à côté parce que nous, justement, dans les termes and conditions ou dans ce qu'on amène, dans le fond, dans l'offre, c'est qu'on a intégré l'immuabilité, ce qui permet que, exemple, en cas d'une enquête, en cas d'une poursuite, qu'on aurait besoin d'aller voir les logs, qu'on aurait besoin d'avoir une pièce fiable pour prouver que, justement, on a eu une attaque ou qu'on est innocent ou qu'il ne s'est totalement rien passé, finalement, on aurait une source fiable de logs pour avoir un rapport pour dire, bon, j'ai reçu ces attaques-là ou j'ai reçu ces requêtes-là, puis il n'y avait pas d'attaque qui a été décidée, il n'y a pas de virus ou d'infraction qui a été commise contre mon site, je n'ai pas eu d'infection, je n'ai pas eu rien, je suis clean finalement. Donc, pour pouvoir prouver ça avec des gants blancs, ça prend une forme d'immuabilité qu'en ce moment, sur le marché, il n'y a pas assez vraiment de services qui l'offrent. Le 3/4 des services, ils vont vous dire, écoute, on a les logs, mais les logs, c'est quoi? C'est ce qui est stocké sur la machine qui héberge votre site web, votre application. Puis qu'est-ce qui empêche un pirate, justement, d'avoir accès à ces logs-là, de les faire disparaître? Ce qui vous met un petit peu dans la soupe chaude et vous empêche de pouvoir vous défendre légalement en cas d'un incident. Puis la conformité qu'on s'entend aujourd'hui, c'est de plus en plus, je crois, sur les lèvres de tout le monde, de vouloir mettre ça de plus en plus d'une façon transparente pour tout le monde, de pouvoir prouver que, écoute, j'ai tout fait en mon pouvoir pour pouvoir mettre la meilleure protection en place pour mon entreprise, pour mes partenaires et pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est exactement pourquoi que dans notre cas, on s'est dit, pourquoi pas implémenter le meilleur de l'industrie, tout simplement. De pouvoir dire, écoute, le client qui embarque avec nous se ramasse avec une configuration qu'on appelle A+, qui veut dire qu'on a fait
tout en notre pouvoir pour avoir les meilleures encryptions possibles du certificat, que toute la configuration web est à son meilleur en tout temps, peu importe l'infrastructure du client, que ce soit archaïque ou pas, qu'on soit prêt à répondre aux besoins qui vont suivre, provenant, je ne veux pas dire de la loi 25, mais des prochaines lois qui vont venir du Québec et même du fédéral avec le projet de loi 64, qui englobe pas mal où est-ce qu'on s'en va en termes de société, qui dit que dans les prochaines années, si on n'a pas de conformité, ça s'appelle on ne pourra pas aller en ligne ou on va devoir payer justement des belles, des belles je ne me rappelle plus comment ils appellent ça dans les termes légaux. Ce que tu veux dire, c'est qu'on veut éviter la notion de négligence, j'imagine, puisque dans la loi, là, c'est une compagnie qui n'a pas mis les meilleures pratiques. On va parler de négligence. Et c'est ça qui peut les amener à un certain point coupable de négligence et d'avoir à payer des frais. Donc, quand on applique les meilleures pratiques comme CyberWall de cette façon et qu'on met CyberWall sur notre site, on améliore notre posture puis on s'écarte de la négligence. Donc, je pense que c'est un bel objectif. Et souvent, parce que vous êtes passé par là pour mettre en place vos infras, donc c'est un processus qui est complexe là d'arriver à la conformité. Et quand on vient mettre ça en place sur notre surface d'attaque extérieure avec CyberWall, c'est très simple. Je pense qu'il va en parler un petit peu plus, mais c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc, on sauve l'effort là pour les organisations. Ils n'ont pas à se casser la tête pour leur surface d'attaque publique externe. Là. Exact. Puis ça m'amène à un autre point, Alex. Merci de l'intro. C'est aussi le fait de ce que je disais tantôt, que bien souvent, on n'a pas l'équipe en place, c'est très dur de recruter, mais c'est aussi très, je vous dirais pas impossible, je l'ai vu dans certains cas, mais c'est très rare, d'avoir, exemple, le ciseau parfait avec l'équipe de sécurité parfait. Bien souvent, on a un ou l'autre, ou ni un ni l'autre. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que c'est tellement dur d'avoir les deux que c'est quasiment un concept impossible. Puis bien souvent, on a besoin d'aide de l'externe, soit d'un ciseau as a service ou, bref, d'un service externe qui va nous aider à atteindre la conformité. Et dans notre cas, c'est d'accélérer tout ça en mettant en place les meilleures pratiques de l'industrie, en rendant vos applications prêtes à être certifiées pour ce qui est PCI DSS, NIST et HIPAA dans la santé. Donc, en mettant tout ça en place, ce que ça nous permet de faire, c'est d'amener vraiment un panneau d'avantages vraiment complet qui regroupe la gestion des accès complètes de tout ce qui va être accédé d'accéder à votre application ou vos applications, vos infrastructures, mettre en place ce qu'on appelle du geofencing, ce qui permet de dire, écoute, moi, je fais juste affaire au Québec, je n'ai pas de clients dehors, je n'ai pas prévu encore d'expandre en dehors. Ou, exemple, je ne fais pas affaire avec l'Asie, je ne fais pas affaire avec l'Europe, je fais juste affaire avec l'Amérique du Nord, de pouvoir restreindre qui a accès à accéder à vos ressources, qui a accès à voir vos applications. Puis c'est à partir de là que, justement, ça prend forme et qu'on peut mettre tout ça en place. Et pour aussi pouvoir en arriver à ce qu'on appelle une expansion de votre entreprise qui va être naturelle. Parce que dans certains cas, ce qu'on oublie, tantôt, j'ai mis si on peut dire, une belle présentation juste pour expliquer comment c'est compliqué aujourd'hui juste de mettre en place un serveur, de le configurer, de mettre en place les bonnes ressources pour en arriver aux bons résultats. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qu'on se ramasse avec l'effet que quand on se rend compte qu'on ne veut pas juste faire affaire, exemple, au Québec, on veut faire affaire aux États-Unis, on veut faire affaire en Europe, là, il y a toute une réseautique à mettre en place, une infrastructure pour pouvoir dire, écoute, il faut que je puisse gérer indépendamment mes clients qui sont en Europe, il faut que je puisse gérer ceux qui sont, exemple, au Canada, ceux qui sont aux États-Unis. Mais comment on met en place tout ce beau réseau-là, cette charge-là de gérer les communications, gérer les attaques à tous ces endroits-là en même temps? C'est là un petit peu que la solution vient répondre à cette demande-là. C'est que, justement, on veut enlever ça de la main si on peut dire, de nos clients, parce que c'est vraiment une charge qui a un gros coût d'infrastructure. Mettre ça en place, maintenir tout ça, ça a un très haut coût que nous, en l'offrant dans un service, on est capable de vous l'offrir que automatiquement, vous allez vouloir aller vers de nouveaux horizons et on va vous suivre et on va vous permettre de le faire sans avoir besoin de dépenser plus d'argent, payer plus cher ou de mettre des nouvelles infrastructures en place. Parce que justement, vas-y, Alex. Ouais, ça, tu veux dire qu'en gros, quand on a notre application qui est protégée par CyberWall, c'est la partie CDN, la Content Delivery Network, qui rentre en jeu, qui va garantir que notre application va être rapide à l'utilisation, peu importe l'endroit où on va s'en servir finalement. Donc, et c'est vrai que c'est un service, le CDN, qui est souvent vendu à part, etc. Puis là, ça fait partie de la solution. Donc, non seulement on est protégé,
mais on a la vitesse de livraison de l'application qui est livrée. Et ça, c'est intéressant parce que dans les statistiques, on s'écarte un peu de la sécurité, mais ce qu'aiment les utilisateurs, c'est pas de lenteur sur les systèmes. Là. Ils veulent interagir vite, vite, vite. Donc finalement, c'est ce que ça apporte en plus. Là. Non seulement on intègre la sécurité, mais on s'assure de la rapidité. Et c'est intéressant parce que souvent, tu sais, on parle de sécurité, là, on parle de disponibilité des systèmes, ça fait partie du système. Et souvent, la sécurité vient à l'encontre de la disponibilité. On a souvent une bataille entre sécurité et disponibilité. Et ce que j'aime dans cette solution, c'est que vous avez intégré à la fois les contrôles de sécurité, mais aussi la capacité de production et la capacité d'expansion. Là, on utilise la flexibilité de la plateforme pour s'ajuster à la demande. Donc, c'est vraiment très intéressant. Écoute, tout ça, je ne sais pas où on est rendu dans les slides, mais j'espère que tu vas nous expliquer comment ça se met en place, parce que ça, tu sais, ça a l'air d'avoir beaucoup de features. Moi, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Ou alors, c'est parce que tu sais, j'ai peur. Je me dis, oh là là, est-ce que je vais être capable de le faire? Alors là, tu vas nous répondre avec tout ça, je pense, avec la démo. Mais n'oublie pas de dire, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Ben, en fait, pour répondre à la question, Alex, c'est pas que c'est compliqué à mettre en place. Je vais te donner le meilleur exemple de ce qui arrive dans beaucoup de cas. On rencontre des clients, on leur parle de CDN, tu fais juste dire CDN, là, puis tu vois 3 petits points au-dessus de leur tête qui se demandent déjà à qui je vais demander ça dans mon organisation, à quel développeur je dois parler. Puis là, ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ont parlé avec leur développeur, ils nous reviennent, ben, ils n'ont juste aucune idée comment intégrer ça, ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça fait dans la vie. Parce qu'ils n'ont jamais eu, dans le trois quarts des cas, ils n'ont jamais eu l'expérience de travailler pour une entreprise qui avait des besoins à l'international, qui avait besoin d'être partout, qui avait besoin exactement, comme tu dis, Alex, de pouvoir répondre à des requêtes qui viennent partout globalement. Et ça, c'est juste une partie de la couche parce que justement, où ce que j'en viens ensuite avec la distribution des charges globales, c'est que justement, on met en place ce qu'on appelle le load balancing, mais à un niveau global, pas juste pour dire, ben écoute, chaque entreprise a un certain load balancing à gérer pour dire, ben écoute, j'ai plusieurs serveurs, les requêtes doivent se dispatcher dans un sens. Ben, nous, on va le faire pour vous, mais à l'international, de pouvoir dire, ben écoute, si mon trafic vient de Montréal, ben écoute, on va aller au serveur le plus proche qui pourrait être à Québec, qui pourrait être à Toronto. On va essayer de se dispatcher le trafic pour justement mitiger vos infrastructures pour qu'ils puissent grandir naturellement sans avoir à gérer le gros côté global de la solution ou même dans certains cas, il y a beaucoup de clients qui nous approchent, qui nous demandent est-ce qu'il faut qu'on aille dans le cloud, est-ce qu'il faut qu'on déménage nos infrastructures? Non, la beauté de la chose, c'est que nous, on est dans le cloud et on s'occupe de vous emmener partout dans le monde et de vous rendre global demain matin. Puis l'autre partie qui vient avec tout ça, bien, comme on disait tantôt, la conformité et la réputation, qui est quelque chose qu'on oublie souvent parce que de plus en plus, on s'en vient avec un problème de réputation dans le web. Ce qui veut dire que quand on regarde notre site web, ben, si un jour on se rend compte que Google a décidé de dire, ben, écoute, j'arrive pour cliquer sur mon site web, Google nous dit, ben, écoute, fais attention, ça peut être dangereux d'accéder à ce site-là. Ben, c'est justement parce que votre site web s'est ramassé avec une mauvaise réputation. Probablement que vous êtes mis à faire du mining de cryptocurrency sur votre site web, vous avez été infecté, vous êtes mis à partager du Viagra. Des sites, mais tu veux dire des sites piratés finalement, là. Exact, que votre site s'est fait pirater sans même, dans certains cas, que vous en soyez conscient. Mais justement, il existe beaucoup si on peut dire, de sites de réputation qu'eux vont s'assurer de surveiller vos sites pour dire, ben écoute, est-ce que ce site-là est dangereux pour mes clients? Puis ils vont vous répertorier. Puis ça, c'est important parce que c'est un concept qui était souvent présent dans les serveurs de courriel, mais c'est aussi présent pour les serveurs web. Puis c'est quelque chose que beaucoup de monde ignore et n'ont aucune idée. Puis le jour que ça vous arrive, bien, c'est un très gros dommage pour votre réputation de votre entreprise, malheureusement. Puis c'est quelque chose qui peut être évité très facilement en mettant en place justement la protection applicative web et la surveillance complète qui est supervisée justement par l'intelligence artificielle pour nous permettre de détecter plus rapidement n'importe quelle fraude qui pourrait arriver avec vos infrastructures. Fait Ouais. Et on va voir que c'est simple à mettre en place parce que tu ne l'as pas dit quand j'ai posé la question là, mais oui, c'est simple. Oui. C'est simple et la plupart du processus de configuration est automatisé. Là, on fait, en gros, ça pointe sur vos serveurs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pointer sur Cyberwall, puis on active les options dans l'interface où elles sont activées pour vous parce que dans notre cas, ça va être géré là. Puis ça fonctionne tout seul. C'est un changement. Il n'y a pas à aller configurer tout ça de manière très compliquée. Après, on peut aller chercher plus d'infos sur le géofencing dont parlait Michael, mais c'est simple à mettre en place. C'est ça la grosse valeur ajoutée là, c'est qu'il n'y a pas des tonnes de règles comme on peut voir chez d'autres solutions où c'est vraiment comme de la configuration de firewall web, etc. Ça prend du monde spécialisé. Là, c'est pas nécessaire. On est capable d'intégrer la solution tout en un. C'est un point que je voulais rappeler parce que tu t'en as mis là et ça fait tellement de choses, mais c'est super simple à mettre en place. Vas-y, en avant la démo. Exact. Allons-y.
Fait que, ce qui nous amène à la démo, qui est justement ce qu'on appelle une plateforme en tant que service, ce qui nous permet que, tout en hébergeant une application web qui vous permet de vous connecter de n'importe où, de votre cellulaire, de votre laptop, de votre bureau au travail, de pouvoir avoir un accès complet à justement l'inventaire technologique de votre infrastructure web, de pouvoir voir exactement tous mes sites web, toutes mes applications. Ça pourrait être des applications pour gérer les vacances, gérer le temps, la comptabilité, name it. Il n'y a pas vraiment de limite. Et on supporte vraiment une variété d'applications qui est très large. Je dirais, on a même certains clients qui ont implémenté des choses qu'on ne croyait même pas possibles, comme des serveurs de courriel qu'aujourd'hui utilisent pratiquement le web comme modèle de transport. Donc, on peut couvrir ça. On peut permettre, exemple, la gestion de savoir qui a accès à aller voir leur courriel et quelle application qu'ils peuvent utiliser, des trucs comme ça qui sont quand même très durs à mettre en place, que pour nous, c'était d'une facilité incroyable. Puis, ce que ça nous permet de faire, c'est quand que je clique justement sur une application, ça me permet de voir les informations justement du compte, de voir que les choses sont actives, le nombre de requêtes qu'on a bloquées ou les nombres d'attaques, de savoir justement le taux. Est-ce que mon serveur est en vie? Est-ce que mes services ont besoin d'une mise à jour? Est-ce que mes services ont besoin d'être, comme on pourrait dire, upgradés, de racheter des nouveaux serveurs ou rajouter des serveurs pour pouvoir répondre au trafic? Parce que dans certains cas, c'est vraiment facile de pouvoir mettre le blâme sur bon, ben c'est ça le problème, mais dans la réalité, on ne se rend pas compte que nos services évoluent, on se ramasse avec plus de clients, on se ramasse avec plus de trafic, ou dans certains cas, on se ramasse avec, j'aime pas dire ça, mais des nouveaux ennemis qui ne nous veulent pas toujours du bien. Donc, on se ramasse avec des cyberattaques, mais qui font que nous, on enlève toute la partie qui est mauvaise pour vous permettre que vos serveurs restent en vie le plus longtemps possible. Mais ça reste qu'avec quand on voit la courbe, exemple, du nombre de requêtes dans une journée, on peut voir que bien souvent, c'est linéaire. Ça ne sera jamais des gros spikes pour dire bon, ben écoute, j'ai reçu tout d'un coup 10 000 requêtes. Si j'ai reçu 10 000 requêtes, c'est que j'ai reçu une attaque. Et dans notre cas, ben, notre but, c'est de toujours garder ça le plus naturel possible, le plus organique possible pour vous permettre justement d'être capable d'intervenir à temps et de mettre en place ce qu'il faut pour justement répondre aux demandes du web. Puis de pouvoir aussi également avoir accès à des statistiques intéressantes sur qu'est-ce qui se passe avec votre site web. Est-ce que c'est vrai que vous avez de la visite? Quel genre de trafic que vous recevez? Comme dans notre cas, on peut voir que notre site de démo a reçu un peu de trafic malicieux. On peut voir la ligne orange qu'on a bloqué quelques visiteurs. Mais en général, c'était quand même relativement naturel, organique. Et que dans tous les cas, ben, la plupart des requêtes qui ont été bloquées venaient de l'Ukraine et de la Russie. J'imagine que c'est un add-on avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis, on peut voir aussi le type d'attaque qu'on a reçu dans notre cas du virtual hardening, qui veut dire que nous, normalement, quand on configure un serveur, normalement, il reste supposé avoir quelqu'un qui va qui va mettre en place ce qu'on appelle du hardening, qui est de passer dans tous les dossiers pour voir si les permissions sont aux bonnes personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accès à quelque chose qui ne devrait pas? Puis la même chose se fait pour une application. C'est d'arriver pour dire, ben écoute, est-ce que dans cette application-là, je devrais pouvoir accéder à des dossiers qui pourraient être dangereux pour mon organisation ou qui ne devraient pas être accessibles de tout le monde? Bien, nous, on bloque ça automatiquement. Et la même chose pour justement les exploits web, qui est un des autres fléaux qu'on voit, comme justement le Log4j l'hiver passé, qui a mis en panne beaucoup de sites au Québec et qui a mis en péril plusieurs organisations qu'on connaît très bien. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de pouvoir venir ici. Je vais juste pivoter justement à mon site de démo, juste pour vous montrer que justement, le site est accessible très rapidement et que justement, si j'essaie de prendre l'IP directement du serveur qui serait hébergé probablement chez vous ou dans le cloud ou autre, bien justement, le serveur ne devient plus accessible. Donc, ça ne permet pas aux pirates de pouvoir jumper directement sur votre serveur, prendre le contrôle. Ils frappent un mur parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se rendre. La connexion passe par nous assurément. Donc, on empêche les connexions directes et on met en place ce qu'on appelle une protection qui permet de dire que, si je redescends ça, juste pour vous montrer qu'en quelques clics, je peux décider d'activer une règle que dans ce cas-ci, tout ce qu'elle fait, c'est dire, ben écoute, moi, je ne veux pas que personne puisse accéder à mon API interne de mon application, que par défaut, comme que je le disais tantôt, si on achète l'application d'un fournisseur, exemple comme GoDaddy, ben, ils vont vous fournir l'application, qui est un WordPress.
et ils ne vont jamais vous dire que, bon, OK, par défaut, WordPress vient avec ça, que peut-être que vous allez vouloir désactiver ces options-là, puis personne ne va vous en parler. C'est pourquoi que nous, on s'est dit, pourquoi pas mettre en place un système qui nous permet de le faire et de pouvoir qu'en quelques clics, si je retourne à ma présentation, ben, tout d'un coup, l'adresse de l'API qui me permettait de voir tous les utilisateurs, dont l'administrateur, et de voir leurs informations personnelles, de pouvoir tout simplement puis être capable d'y accéder instantanément. Et ça a été appliqué à tous nos serveurs autour du globe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout d'un coup, mondialement, il n'y a plus personne qui peut y accéder. C'est bloqué, c'est réglé, on n'en parle plus. Et c'est la même chose pour ce qui serait des injections SQL, qui serait justement d'accéder à des dossiers qu'on ne devrait pas avoir accès, de vouloir faire ce qu'on appelle d'accéder à des dossiers qui ne sont pas dans l'application, mais qui sont sur le système du serveur qui roule derrière l'application et de pouvoir accéder à des informations qui seraient soit confidentielles ou qui permettraient justement de prendre le contrôle de votre serveur et de faire des choses que vous ne voulez pas imaginer dans certains cas, ou même d'infiltrer votre entreprise ou votre organisation. Et c'est la même chose si on termine juste pour vous montrer une démo de comment que le système fonctionne. Dans le cas de Log4j, que j'ai pris justement une des attaques qu'on a reçues récemment, juste pour vous montrer que justement, automatiquement, il y a une raison qui a été mise, ça a été bloqué, ça a détecté un variant de Log4j, qui est un petit peu comme le COVID, malheureusement. C'est que justement, la même attaque peut avoir plusieurs petits qui se sont faits, plusieurs variants, puis ça se découpe très rapidement. Je peux vous dire que 24 heures après que Log4j était public, on avait plusieurs milliers de variants qui étaient exposés. Donc, c'est là que ça devient très important, justement, comme je disais tantôt, d'avoir un data scientist, un gars spécialisé en analyse des données pour pouvoir justement filtrer tout ça. Mais quelle organisation a ça à sa portée de pouvoir le faire en 24 heures sur virer de bord, dire, bon, écoute, moi, il faut qu'on s'occupe de ça, il faut que j'ai une équipe là-dessus à plein temps. C'est un petit peu là que mon équipe, justement, prend le relais et nous, on s'en occupe pour vous assurer, justement, que vous n'ayez pas à stresser avec, justement, comme Alex le disait au début, mettre en place des patchs le lendemain matin ou dans les 24 heures et que ça soit super pressant. C'est sûr qu'il faut le faire quand même. Il faut qu'on soit sécuritaire, mais ça vous laisse ce qu'on appelle un temps. Vous achetez du temps, en fait, pour justement remédier à la situation. Puis dans certains cas, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les personnes techniques pour le faire pour nous, ou on ne se rend pas compte que les services qu'on a payés, qui sont un fournisseur d'hébergement ou autre, ben, ils ne s'en occupent pas parce qu'ils vous donnent la tâche justement dans les termes et conditions qu'on ne se rend souvent pas compte. Puis ce que ça nous permet également de faire, c'est de dire, ben, écoute, moi personnellement, ben, je ne voudrais pas que l'Afghanistan, l'Algérie et, mettons, on va dire, Austria aient accès à mes services, ou je ne voudrais pas que, exemple, l'Asie au complet, l'Amérique du Sud, ou l'Antarctique ait accès à mes services et instantanément, aussitôt que j'enregistre, tous ces pays-là, ces continents-là n'ont plus accès à mes services. C'est définitif et c'est automatisé. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça de mettre en place une couche de protection qui est très de base, mais qui est très complexe à mettre en place sans un service de protection. Et nous, notre but premier, c'était vraiment de rendre ça le plus facile possible pour nos utilisateurs sans avoir besoin d'une formation complexe, de pouvoir arriver sur l'interface, même sur leur cellulaire, de pouvoir dire, ben, écoute, moi, tout d'un coup, je ne veux plus rien savoir de l'Asie, et de pouvoir arriver et dire, boum, c'est fait. Voilà. Puis, de ne pas devoir besoin d'appeler une équipe de sécurité, de pouvoir le gérer par eux-mêmes, si on peut dire. Et pour en terminer avec la démo sur la partie que, justement… Juste une chose, Michael, tout ce que tu mets là, finalement, on le set une fois là, mais les utilisateurs, les clients, ils n'ont pas à y penser. Là, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Tu parlais de Log4j, de bloquer ces vulnérabilités. Ils n'ont pas à y penser. Là, une fois que c'est seté, pour eux, là, c'est automatique tout ça. Exactement. Il n'y a plus à y penser parce que c'est notre équipe derrière l'application qui s'en occupe. C'est un petit peu là que la plateforme as a service devient intéressante. C'est qu'on se connecte à la plateforme et c'est réglé. C'est l'équipe derrière qui s'en occupe. Et l'autre point aussi, tu parlais au début d'analyser les logs, de voir les tableaux de bord, etc. Ça, finalement, on peut s'y connecter si on veut voir qu'est-ce qui se passe, mais en tant que client, tant que ton site fonctionne, tu n'as même pas à y aller là, techniquement. Si jamais il y avait un problème, ben, on lèverait une alerte ou quelque chose de même, mais il n'y a pas de manière journalière à aller surveiller ça là. Exactement. Puis la beauté de la chose, c'est justement où j'en arrivais, justement, Alex,
c'est le fait que justement, on peut voir facilement qui a accédé avec leurs adresses, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Et dans ce cas-là, justement, on a un CMS Listing Avoided, ce qui veut dire que justement, on a bloqué quelqu'un qui essayait de recueillir de l'information sur mon application pour pouvoir justement essayer de l'exploiter ou prendre le contrôle. Puis si j'attends que mes logs apparaissent, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe avec la... Ils ont juste pris du temps à loader. On peut voir les détails justement de l'attaque est partie d'où. Dans ce cas-ci, c'est la Drummondville. On peut voir à peu près où est-ce que la personne se trouvait quand elle a fait l'attaque. On peut voir le navigateur qui a été utilisé, les paramètres qui ont été utilisés. Puis on peut voir qu'est-ce qui est arrivé avec le virtual hardening. Justement, c'est quoi la règle qui a été utilisée pour bloquer la requête. Puis on peut rapidement dire, ben écoute, moi, je ne voulais pas que ça soit bloqué, ça, c'est une erreur, si on ne le sait pas. Puis automatiquement, si on reporte un issue, ça va vous amener à nous envoyer une requête avec votre domaine ou votre site, votre application qui va déjà être là. Nous, ça va déjà nous avoir envoyé les informations, puis on va savoir exactement qu'il y a quelqu'un qui se pose une question par rapport à ça et on va pouvoir vous assister le plus rapidement possible, justement, que s'il y a vraiment eu une erreur, ben, on va s'arranger pour que ça arrive le plus rapidement possible et d'automatiser le tout pour vous. Et là, tu parles de gérer les exceptions finalement. C'est-à-dire si on avait un site web avec des fonctionnalités qui ne seraient pas standards, qui auraient un développement spécifique exact. Et qui par hasard rentreraient ou étaient reconnus comme une menace, ben, on est capable de la gérer, de l'autoriser. Mais on s'entend que pour la plupart des sites, par défaut, là, on n'aura pas ces exceptions-là, je pense, par défaut. C'est exactement. Pour les plateformes connues, ça n'arrivera pas. C'est vraiment plus pour les plateformes custom ou ce qu'on appelle du in-house development, ceux qui développent leur propre solution web. C'est plus dans ces cas-là. Puis même encore là, je dirais, c'est très rare que ça arrive quand il est question d'une requête qui a été, comment je peux dire ça? Si l'application a été bien développée selon les nouveaux standards du web, il n'y a pas vraiment, ça arrive très rarement qu'on arrive avec, ça arrive plus souvent avec des vieilles applications qui sont passées date ou qui sont vraiment plus selon les standards, qui utilisent encore des vieilles fonctionnalités du web qui sont vraiment très désuètes, qui ne devraient plus être utilisées. C'est plus dans ces contextes-là qu'on intervient bien souvent. Ça n'arrive plus vraiment qu'on intervient sur des cas modernes d'application. Excellent. Donc, une grosse capacité d'automatisation, mais aussi de la flexibilité quand c'est nécessaire. Exactement. Puis ce qui nous permet aussi de gérer automatiquement vos certificats, de gérer vos installations d'une façon externe que vous n'avez pas à les gérer finalement parce que tout se met en place, comme Alex le disait. En quelques clics, on clique sur ajouter un site web, on rentre le nom du site web, on fait le paiement et c'est parti. Pas plus compliqué que ça. Excellent. Donc, oui, puis on en arrive à la période de questions. Puis d'ailleurs, Alex, tu as parlé d'agilité et il y a une question qui a été posée, Michael, selon laquelle est-ce que c'est votre technologie propriétaire et est-ce que vous êtes vraiment le créateur de la technologie? Donc, je pense que c'est important de le mentionner là, dans le webinaire. Puis j'aimerais soulever aussi que vous êtes une société québécoise, donc on est très fiers. D'ailleurs, c'est sur 4 webinaire, c'est le 2e avec lequel on fait partenariat. On prend les meilleures technologies au monde, on les choisit pour la technologie et non pour la géographie, mais quand on est capable de trouver les meilleures technologies au monde au Québec, on est très fiers de ça. Là. Donc, Michael, peut-être parler un peu de ça? En fait, ben, oui, totalement. La technologie a totalement été développée au Québec et le plus beau de tout ça, ça a été développé pendant le COVID. Toute notre équipe au complet, c'est ce qu'on appelle des COVID warriors. Donc, on est tous du monde qui ont perdu leur emploi pour X, Y, Z raisons. L'industrie qui a chuté totalement à cause du COVID. Dernière minute, on avait des personnes qui avaient des contrats gouvernementaux ou autres, comme tout d'un coup, tout le monde a arrêté de travailler. Tout le monde s'est ramassé un petit peu dans une situation inconfortable. On a récolté tout le monde et on est parti à l'attaque de justement trouver une solution pour l'industrie parce qu'on s'est dit, ben écoute, si ça arrive là, ben, il y a une raison parce qu'il y a un problème à l'horizon. Puis on était tous dans l'industrie. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est assis ensemble et on a développé quelque chose qui est 100% local. Notre équipe est totalement au Québec, puis on est fiers d'en faire partie de l'équation parce que tout nous appartient au complet. Il n'y a pas rien dans notre technologie qui n'a pas été 100% fait au Québec. Et donc, vous avez le contrôle et la mainmise sur les développements, sur les mises à jour et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. On ne parle pas ici d'une revente par CyberWall, mais vraiment un contrôle complet là, au niveau de la technologie et de l'avancement de la technologie. Par le fait même, il y a un partenariat parce que, bon, je vais répondre
à 2 questions en même temps. OK, vous avez posé dans les questions, là, bon, est-ce que c'est une solution qui est disponible à travers VARS? Et aussi, on nous a posé, est-ce que la solution va également protéger des courriels indésirables? Donc, je vais faire une pierre deux coups ici. Oui, la solution, là, c'est un peu, on amorce le partenariat de façon plus officielle ce matin. Vous allez la retrouver aussi sur notre site web, là, dans notre roue de services intégrés offerts par VARS. Et non, la solution ne protège pas des courriels, mais exactement dans le partenariat, dans l'offre de service de VARS, on a une solution, en fait, la meilleure au monde, qui est Perception Point, qui protège des courriels. Et la beauté de faire affaire avec VARS, c'est que lorsque, bon, on intègre des solutions chez vous, c'est vraiment une seule facture là, qui sera livrée, un seul contrat, un seul MSC. Donc, vraiment, les gens qui ont posé les questions, on pourra se rasseoir en one-on-one, désolé de l'anglicisme, mais voilà un peu la réponse aux 2 questions. D'ailleurs, je vous invite là, dans notre portion webinaire sur le site, vous allez pouvoir recevoir là, ou revoir la présentation par rapport au courriel. Émilie, si je peux te Oui, rendre une seconde, tu me levais un flag sur quelque chose. Je vais faire un move à la Alex un petit peu. Justement, le fait que notre solution, quelque chose qui est très intéressant à savoir, si vous avez déjà les autres solutions de VARS, on est déjà en intégration avec certaines de ces solutions-là qui vont s'intégrer directement avec CyberWall. Vous n'aurez pas besoin de vous poser la question. Et même, ça se pourrait même que vous receviez du courrier pour vous dire, ben écoute, on a même un nouveau forfait, on a un nouveau modèle, on peut vous offrir des nouvelles fonctionnalités qui proviennent de CyberWall sans même avoir interagi avec nous. Donc, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on voulait pouvoir s'intégrer à la roue vraiment de façon 360, non seulement juste arriver dans la roue et dire on fait quelque chose de différent. Ouais. Ben oui, c'est un très bon point. Vas-y, Alexandre. Je vais rebondir sur la question des courriels, tu sais, parce qu'on a dit effectivement le courriel, c'est le deuxième vecteur d'attaque le plus utilisé après la surface d'attaque des services. Et il y a un cas, par exemple, où on a des sites de recrutement avec des CV, tu sais, et il faut savoir que ça combine les deux, là, c'est site web et courriel, parce que souvent, quand on a des applicants qui viennent déposer leur CV, ben, ça va générer un courriel, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça peut être une belle arme de protection, parce que beaucoup d'attaques arrivent par les attachements en CV. Les fichiers Word, les fichiers PDF, là, ils contiennent ce qui s'appelle des payloads, là, des virus. Et c'est souvent par le biais des annonces d'emploi que les attaquants vont réussir à faire passer le virus parce que le destinataire s'attend à recevoir des pièces jointes, donc il est moins alerte. Et quand on met CyberWall en face de notre site web de recrutement, quand les personnes vont pouvoir uploader leurs fichiers, ben là, ça va filtrer ces affaires-là aussi et ça va arrêter les menaces. Donc, c'est complémentaire, là. C'est sûr que ça prend aussi la solution courriel on the site pour que les courriels directement, mais c'est un point où ça se rejoint, où ça travaille ensemble, là, finalement. C'est un peu le point de notre... D'ailleurs, on l'appelle la cybersécurité 360, c'est qu'on veut couvrir tous les angles d'attaque possibles. Parce que comme on dit souvent, tu as beau mettre un système d'alarme sur une maison, il faut aussi que tu barres tes portes à clé, il faut aussi que tu fermes les fenêtres. Donc, c'est vraiment ça. Les experts de VARS vont venir vous aider à aller fermer toutes les fenêtres, barrer toutes les portes, puis activer le système d'alarme. Il y a une autre très bonne question qui a été posée, puis je la trouve très bonne parce que, bon, oui, on sécurise des très grandes compagnies, on a des très grands clients, mais la mission première de VARS, c'est de venir sécuriser les PME. Puis je pense que le cas de beaucoup de PME va venir rejoindre cette question-là, qui est en fait, écoutez, c'est une entreprise externe là, qui fait mon site web, puis j'ai beaucoup de clients qui me contactent à cet effet-là. Donc, comment je peux fonctionner? Je pense qu'on peut... Michael, je vais te laisser y répondre, mais advenant le cas qu'un client, bon, c'est une entreprise externe qui le fait, ça peut quand même être déployé, il n'y a pas de problème. Là, on peut travailler de concert de part et d'autre avec soit le fournisseur et le client aussi, là. Effectivement, Milly, c'est exactement le cas. C'est le 3/4 du temps, ça arrive très souvent que on ne travaille même pas avec le client, on travaille avec son fournisseur directement. On lui envoie les consignes, quoi faire, et c'est le fournisseur qui s'en occupe. Et que bien souvent, ça ne finit pas juste qu'il s'en occupe, il est intéressé de nous intégrer dans leur service en même temps. Donc, ça nous simplifie les choses, puis ça met les choses à l'avant. Puis peut-être, d'en glisser un mot, je pense que c'est quelque chose qui a été oublié pour mettre peut-être un petit peu une vision de quel genre d'entreprise font affaire avec nous, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été oublié un petit peu dans la présentation. C'est que justement, en ce moment, nos clients principaux sont plusieurs ministères du Québec, dont le ministère des Finances, qu'on protège justement depuis pratiquement 1 an et plus, et que justement, on a créé notre niche, on peut dire, au niveau gouvernemental. Quand on a lancé le produit, ça a été les premiers à vouloir tester la solution, la mettre en place, et on les remercie vraiment beaucoup du support pour vrai, parce que c'est ça qui nous a permis
par la suite de rejoindre les PME et de rejoindre ceux qui en avaient le plus besoin rapidement. Parfait. Intéressant. Il y a beaucoup de questions. Là. Je vais essayer de répondre le plus possible. Puis les autres, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. On va donner mes coordonnées aussi. Là, mais on nous pose combien de temps la solution, en fait, combien de temps ça prend à configurer la solution là, pour un service environ? Je dirais environ, ça prend environ 5 minutes remplir le formulaire pour dire, bon, ben, ça pointe chez nous, on vous donne la licence, vous la mettez en place. Une fois que c'est fait, ça prend 15 minutes à notre système à détecter que la licence a été mise en place et tout est automatisé à partir de là. Tout va s'activer automatiquement. Il n'y a totalement rien à faire. C'est vraiment juste une question de dire, ben, écoute, pointe chez nous et c'est parti, comme Alex le dit, en quelques clics. Maximum 5 minutes, c'est fait dans bien des cas. Parfait. L'autre question, là, il y a certaines questions qui reviennent là, écoutez, sur la loi 25 parce que on en a posé, on en a discuté très sommairement. Moi, j'aimerais dire aux gens que oui, il y a CyberWall qui va aider dans la conformité, soit sur la transmission de documents et tout ça, venir sécuriser parce qu'on a la responsabilité de sécuriser. Bon, si je rentre, on va dire, des informations sur un portail, j'ai la responsabilité en tant que collecteur de données de sécuriser là, cette collecte-là, mais il y a aussi d'autres en fait, applicatifs de la loi pour que CyberWall vient aider. Par contre, je vais prendre la peine d'annoncer en même temps que l'invitation sera envoyée demain à tous les gens qui sont déjà dans notre liste de distribution, donc inscrits au webinaire aujourd'hui. On a une pratique complète pour la loi 25, là, de la conformité de A à Z, qui va de l'écriture des politiques à l'audit des corps, qui va aussi à aider au niveau de la formation, qui va avec la technologie complète là, pour la collecte de données, la conservation, le délai de conservation, mais aussi toute la sécurité là, en 360 autour de cette gouvernance de données également. Donc, les invitations pour les webinaires seront envoyées demain, justement, pour les 7 et 8 septembre, dépendant de votre secteur d'activité. Mais entre-temps, je vous invite à me contacter, que ce soit pour CyberWall, pour nos technologies ou même pour la loi 25. Là, je vous invite à me contacter. On organisera une rencontre à cet effet-là. Ça va me faire plaisir. D'ailleurs, mes coordonnées seront envoyées là, dans le courriel de remerciement par la suite, là, suite au webinaire. Il y a d'autres questions qui ont été posées également. On nous demandait, est-ce que tous les sites, quel type en fait d'applicatifs web peuvent être sécurisés là, par CyberWall? En fait, tout ce qui touche, tout ce qui est disponible, en fait, que ce soit WordPress, Joomla, Wix, il y en a qui ont même mis leur Shopify derrière nous. On s'entend, Shopify est quand même très sécuritaire. Ils ont quand même pris la peine de le faire. Tout ce qui est une plateforme web, généralement, fonctionne avec nous. Aussitôt que c'est sur le web, on peut la protéger en général. Il y a certaines exceptions. C'est arrivé dans certains cas qu'on nous a approchés pour protéger certaines choses qui étaient un petit peu plus complexes, on peut dire. Là, il y en a qui voulaient pouvoir gérer, par exemple, leur bâtiment à distance parce que justement, c'était des joueurs de l'immobilier qui étaient comme, ben, écoute, moi, j'ai des interfaces web pour gérer mes bâtiments, mais que là, c'est une autre configuration totalement. On ne parle plus juste d'héberger du web, c'est totalement plus complexe. Mais même dans ces cas-là, on est ouvert à recevoir justement des compagnies qui vont nous approcher et dire, est-ce que vous pouvez nous aider avec ça? Ça serait vraiment cool. Et oui, on le fait, mais c'est plus sur demande. Mais en général, tout ce qui est WordPress, Joomla, Magento, toutes les plateformes qui sont utilisées pour faire du e-commerce, du blog, que ce soit Ghost, que ce soit WP-Form, ils sont tous supportés en fait. C'est vraiment pas un problème. Il suffit juste de l'installer et c'est parti. Si on a une configuration hybride, tu sais, on a beaucoup de gens qui ont une partie cloud, une partie on-prem, ça fonctionne aussi de la même façon, j'imagine. On est capable de protéger les deux. Oui, exactement. Ça, c'est bon. On a une demande là, qui demandait est-ce que les Gmail et Hotmail sont protégés. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est pas une protection email, ça. On a la solution Perception Point pour les courriels. Ça, c'est vraiment pour tous vos services en ligne. Donc, vos sites web, vos sites de recrutement, tous des services qui, si vous êtes des compagnies qui fournissent des API, là, des Application Programmable Interface, qui sont des services de synchronisation de données ou de requêtes, ça, c'est capable d'aller les protéger. Donc, tout ce qui est service en ligne. Les courriels, c'est vraiment un autre vecteur qui va avec Perception Point de notre bord. Je peux peut-être corriger le tir un petit peu, Alex, là-dessus. Ouais. C'est le fait que, exemple, si vous avez une suite Microsoft
Exchange, ben exemple, nous, on Oui, peut protéger votre serveur Exchange parce que Exchange fonctionne sur le web. Donc, ce que tout à ça fait. veut dire, c'est que pour que vos employés, exemple, puissent accéder à leur courriel, ils doivent aller vers votre propre portail web qui est contrôlé par l'entreprise. Et ce portail-là, nous, on peut le protéger pour empêcher justement que les mauvaises personnes y aient accès ou Tout que à fait. puissent envoyer des requêtes malicieuses à votre portail ou à votre suite Office 360. Ouais, tout ce qui est exposé en ligne. C'est pas On- mal ça, Amélie, oui. Oui, ben en fait, on a d'autres questions. Je vois certaines questions tomber au niveau des coûts. Comme la plupart de nos autres webinaires, la situation la question de coût, en fait, dépend souvent de la situation, demande un petit peu plus de scoping, là, dépendamment des situations. Donc, encore une fois, je vous inviterai, là, dans le courriel de remerciement, il y a vraiment un bouton là, pour me contacter. Donc, je vous inviterai à me contacter ou peut-être je peux vous fournir aux certaines personnes qui ont eu des questions de trou mon courriel directement dans le Q&A et on se fera un plaisir là, de prendre 30 minutes, 1 heure plus en privé et de vous répondre à cet effet-là. Là, ça va faire plaisir. Il y a une chose, par exemple, que Michael, au niveau de questions de coûts, j'aimerais couvrir sans donner de chiffres. Je sais qu'avec les services qui existent, qu'on connaît, et là, on ne les nommera pas là, en ce moment sur le webinaire, mais ce qu'on avait révisé, c'est que vraiment, la protection était très efficace en termes de coûts comparé à des solutions beaucoup plus exhaustives là, qui existent sur le marché. On parlait de quelque chose qui faisait du sens là, pour une entreprise, pour une PME. C'est vraiment pas complexe. Là. Puis je pourrais peut-être rajouter quelque chose là-dessus, c'est que dans bien des cas, pas pour faire une comparaison, mais qu'est-ce qui fait du sens dans tout ça, c'est le fait que nous, on arrive avec un tout-en-un. Vous n'avez pas à magasiner tous les modules séparés, vous n'avez pas à chercher comme comment je vais mettre ça tout en place, trouver les personnes pour le mettre en place. C'est une installation qui fait tout pour vous, pas besoin de chercher ailleurs. Puis c'est là que justement qu'on devient très compétitif, c'est le fait que justement toutes les solutions qui existent sur le marché en général, ben, vont vous demander justement de faire un peu de recherche et d'avoir l'équipe pour le mettre en place, si on peut dire. Et la formation pour le faire aussi. Parfait. Donc, on a fait le tour des questions, on a fait le tour de la question en tant que telle. Je voulais remercier encore une fois Alexandre pour t'être joint à nous une fois de plus dans les webinaires. On est très chanceux de t'avoir dans l'équipe. Et Michael, merci de t'être joint avec nous. Un beau partenariat qui voit le jour. Donc, et merci à tous ceux qui ont été présents encore une fois en grand nombre. J'espère vous voir autant en grand nombre avec mon collègue sur les prochains webinaires du 7 et du 8 qui seront animés par mon collègue. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter pour une démo live, comme on mentionnait, ou une rencontre ou de consultation quelconque. Donc, bonne fin de journée et merci beaucoup. Merci à tous.